Une petite fille découvre un secret si dévastateur qu'il brise en elle toute confiance envers les adultes. Désemparée, le cœur fendu, elle s'enfuit de chez elle. Perdue, errant sans repère, et poursuivie par des hommes dangereux, elle est miraculeusement sauvée par un garçon qui, sans la connaître, met sa propre vie en jeu pour la protéger. Ce qui n'était qu'un simple élan de bonté allait devenir le point de départ d'une vérité si bouleversante que ni l'un ni l'autre n'aurait pu l'imaginer. Mais avant de plonger dans cette histoire poignante, laisse-nous un commentaire et dis-nous de quel coin du monde tu regardes cette vidéo. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Isabla n'avait que 5 ans, mais déjà, elle connaissait trop bien le son des disputes. Dans la villa luxueuse où elle grandissait, les cris de ses parents résonnaient chaque jour, ricochant contre les murs froids de marbre comme des échos qu'on ne pouvait fuir. Chaque mot lancé était une blessure. Chaque porte claquée, une alarme dans sa poitrine. « Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi », hurlait sa mère, Victoria. « Et toi, tu ne fais que te plaindre », répliquait Ricardo, son père, la voix dure. Quand les tempêtes éclataient, Isabla courait se réfugier dans le jardin fleuri ou se cachait dans sa chambre, les mains plaquées contre ses oreilles pour tenter de faire taire le chaos. Parfois, elle pleurait en silence, rêvant simplement d'avoir des parents comme ceux qu'elle voyait dans les livres, tendres, souriants, aimants. La seule personne qui parvenait à apaiser son chagrin, c'était Canaan, sa nounou. Canaan avait les cheveux bruns attachés en chignon et un sourire doux, presque magique, qui apparaissait toujours quand Isabla en avait le plus besoin. Elle lui séchait les larmes, lui racontait des histoires à l'heure du coucher, lui préparait des crêpes le matin. « Ne t'inquiète pas, mon trésor », murmurait souvent Canaan en la serrant contre elle. « Tout ira bien. » Non loin de là, dans une maison modeste bordée de champs dorés, vivait Mato. Âgé de 10 ans, c'était un garçon vif, responsable, avec un regard lumineux et un sourire capable d'éclairer même les journées les plus grises. Sa mère, Marisol, travaillait comme femme de ménage en ville pour subvenir à leurs besoins. Mato connaissait chaque recoin du champ de tournesol, son refuge, son royaume, là où il laissait son imagination courir libre. « Prends bien soin de toi pendant que je suis parti », lui disait Marisol chaque matin, déposant un baiser tendre sur son front. « Promis, maman », répondait Mato en rangeant la maison et en préparant sa boîte à déjeuner. Chaque soir, Marisol rentrait éreintée, les mains abîmées, les épaules lourdes, mais jamais elle ne manquait de temps pour son fils. « Mon garçon », lui confiait-elle en le serrant dans ses bras, « tu es mon plus grand trésor, plus précieux que tout l'or du monde. » Mato, d'une maturité étonnante pour son âge, l'aidait à la maison sans jamais se plaindre. Il faisait la vaisselle, balayait le sol, et préparait même le dîner quand Marisol rentrait tard. Un mardi matin ensoleillé, Victoria quitta tôt la maison pour aller au salon de beauté, une nouvelle tentative pour échapper à l'atmosphère oppressante de la villa. Isabla, comme souvent, resta seule avec Canaan. La grande maison paraissait alors plus calme, plus douce, presque rassurante. Ricardo, croyant que tout était tranquille, avait baissé sa garde. Il ne se doutait pas que sa petite fille était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie. En cherchant Canaan pour jouer, Isabla entendit des voix étouffées venant du bureau. Des sons doux, presque intimes, bien différents d'une conversation ordinaire. Curieuse, elle s'approcha de la porte entr'ouverte. Ce qu'elle vit la figea. Son père embrassait Canaan. Le monde d'Isabla s'écroula. La seule personne en qui elle avait confiance, mentait. Canaan, qui lui répétait sans cesse que le mensonge était la pire des trahisons, s'était elle-même perdue dans le mensonge. Isabla sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une douleur brûlante lui transperça la poitrine. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'elle venait de perdre son unique refuge. Canaan n'était pas celle qu'elle prétendait être. Pas plus que ses parents. Pas plus qu'aucun adulte. Les larmes coulèrent sur ses joues sans un bruit. Elle recula lentement, comme une ombre, puis s'enfuit, pieds nus, dans sa chambre. Son cœur battait à tout rompre, l'oppressant. Tout lui semblait faux, la chambre rose, les poupées parfaites, les jouets de luxe. Un décor creux, rempli de mensonges. Elle saisit sa poupée préférée, la serra fort contre elle. « Je ne peux pas rester ici », sanglota-t-elle. Ils mentent tous. Même Canaan. Submergée par une détresse indicible, Isabla s'échappa par la porte arrière, celle-là même par laquelle elle jouait autrefois à cache-cache. Ses petites jambes la portèrent sans direction, à travers la ville, depuis les rues immaculées du quartier huppé jusqu'aux ruelles pavées, au petit pont solitaire. Elle pleurait toujours, en silence,
mais sans pouvoir s'arrêter. Elle ne savait pas où aller. Elle savait juste qu'elle devait partir, loin, très loin de ce monde où plus rien n'était vrai. Le soleil brûlait dans le ciel, implacable. Mais en elle, un froid glacial régnait. Ses chaussures vernies lui faisaient atrocement mal, mais elle continuait d'avancer, les bras ballants, comme une somnambule perdue entre rêve et réalité. Elle passa devant des maisons silencieuses, des enfants qui jouaient en riant et s'arrêtèrent, intrigués par sa démarche vide, son regard flottant. Les minutes s'étirèrent comme des heures, ou peut-être était-ce l'inverse, elle perdit toute notion du temps. Ce n'est qu'en levant les yeux qu'elle réalisa qu'elle était arrivée dans un lieu qui semblait irréel, comme échappé d'un rêve oublié. Un champ de tournesol à perte de vue. Les fleurs géantes, plus hautes qu'elle, formaient un labyrinthe doré et vivant. Le vent, léger et tiède, faisait bruisser les pétales comme des voix qui l'appelaient doucement par son prénom. Isabella s'enfonça entre les tiges, disparaissant telle une petite poupée égarée dans le monde des géants. Le sol était moelleux sous ses pieds fatigués, les feuilles craquaient avec un murmure apaisant, et le parfum puissant des fleurs l'enveloppait tout entière, presque comme un sortilège. Elle suivit un sentier naturel, guidée par son instinct, plus profondément encore dans ce labyrinthe végétal. Finalement, épuisée, affamée, assoiffée, elle s'assit sur la terre chaude et éclata en sanglots, plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Serrant sa poupée contre elle comme une bouée de sauvetage, elle se sentait si minuscule, si abandonnée, plus seule qu'aucun enfant ne devrait jamais l'être. « Pourquoi tout le monde ment » murmura-t-elle. « Pourquoi je ne peux faire confiance à personne ?» Ce qu'Isabella ignorait, c'est que Canaan, celle en qui elle avait confiance, cachait un secret encore plus sombre que tous les autres. Canaan n'était pas seulement la maîtresse de Ricardo. Elle faisait partie d'un réseau criminel impliqué dans l'enlèvement d'enfants. Sa mission ? Infiltrer la famille Mendoza, gagner la confiance de la petite Isabella, puis la livrer. La liaison avec Ricardo n'était qu'un leurre de plus. Chaque regard, chaque sourire, chaque « je t'aime » n'était qu'un rôle bien joué. « La petite est toujours seule avec moi le mardi » avait-elle chuchoté au téléphone, la veille. « Parfait » avait répondu une voix rauque. « Demain. » Rapide. Sans trace. Mais Isabella s'était enfuie par elle-même, détruisant sans le savoir leur plan méticuleusement orchestré. En découvrant la chambre vide, la porte arrière entr'ouverte, Canaan fut prise de panique. Elle s'est échappée. Murmura-t-elle, la voix tremblante. La petite a vu quelque chose et s'est enfuie. Où est-elle partie ? Gronda la voix du chef. Je ne sais pas, elle pourrait être n'importe où. Trouvez-la. Tout de suite. 3 hommes dangereux furent envoyés dans les rues, cherchant une fillette égarée. Quelqu'un avait vu une enfant marcher seule vers le champ de tournesol. Les hommes y pénétrèrent au coucher du soleil, leurs ombres longues et menaçantes rampaient entre les fleurs. L'un d'eux appela Isabella d'une voix faussement douce, enjôleuse. Terrorisée, elle se recroquevilla entre les tiges, tremblante. Mais soudain, une autre voix, plus douce, plus réelle, résonna tout près. « Salut, n'aie pas peur. Je suis Mato. » Un garçon s'agenouilla à côté d'elle et lui tendit la main. « Il te cherche, pas vrai ?» Isabella hocha la tête, en larmes. Mato lui fit la promesse de la protéger. Il la guida à travers un dédale de sentiers secrets jusqu'à un jardin caché, où se trouvait une petite maison. Là, il la conduisit à sa mère, Marisol, qui accueillit Isabella avec une tendresse rare, comme une bénédiction tombée du ciel. Pour la première fois, Isabella se sentit en sécurité. Mato, protecteur et discret, tissa avec elle un lien silencieux, profond, presque fraternel. Il ne voulait plus qu'elle reparte. Pour la première fois de sa jeune vie, il se sentit comme un grand frère, prêt à se battre pour elle. « Est-ce qu'elle nous oubliera ?» demanda-t-il à Marisol. « Les personnes spéciales, on ne les oublie jamais » répondit-elle doucement. Cette nuit-là, Isabella trouva une vieille photo d'un homme au fond d'un tiroir. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Marisol blêmit, reprit rapidement la photo et murmura. « C'est le passé, mon trésor. » Isabella sentait que cette maison portait aussi ses secrets, mais ils semblaient moins dangereux, moins destructeurs que ceux qu'elle avait fuis. Pendant ce temps, un vent de panique soufflait sur Mendoza. Isabella avait disparu depuis 7 jours. Ricardo la cherchait frénétiquement, tel un père enragé par l'injustice, tandis que Carmen, parfaite comédienne, jouait le rôle de la belle-mère inquiète. Mais la nuit tombait, elle passait des appels en cachette. « Si elle est morte, tu es foutu » menaça une voix.
Ricardo, qui écoutait sans qu'elle ne le sache, comprit tout. Sa maîtresse avait vendu sa fille. Fou de rage, il confronta Carmen. Elle avoua tout. L'enlèvement était planifié depuis longtemps. La police fut aussitôt alertée. 2 jours plus tard, une patrouille aperçut une mince colonne de fumée s'élevant d'un champ de tournesol. « Elle doit être là », dit le sergent. Ricardo courut, le cœur battant d'espoir. En voyant des vêtements d'enfant, encore humides de rosée, il s'arrêta net. Une voix brisée, douce, monta dans l'air. C'était Isabla. Elle et Mato étaient assis sur le sol. En entendant les pas, Isabla leva la tête, les yeux brillants, comme un chiot reconnaissant le pas de sa mère. « C'est mon papa », cria-t-elle. Elle lâcha son crayon, bondit et courut vers la lumière. Ricardo ouvrit les bras. Il la serra contre lui, des larmes inondant son visage. « Ma fille. Merci mon Dieu. » Il la prit dans ses bras, la couvrit de baisers. « Je croyais t'avoir perdu pour toujours. J'ai eu si peur. » Mais Isabla sanglotait, inconsolable. « Et Matt ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Ricardo se tourna lentement vers Marisol et le garçon. Mato s'était arrêté net. L'homme devant lui, c'était le même que sur la vieille photo usée de sa mère. « Papa !» cria Matt d'un souffle. Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. « Maman, c'est lui. Je suis Mato, ton fils. » Ricardo resta figé, le regard perdu. Marisol éclata en sanglots. « Je peux tout expliquer, » murmura-t-elle. Isabla, tremblante, demanda. « Mato, c'est mon frère ?» Ricardo s'écroula au sol. « J'ai été lâche. J'ai eu peur de vous perdre tous les deux. Mais je t'ai toujours aimé, » murmura-t-il à l'enfant. Isabla prit doucement la main de Mato. « Maintenant, on est vraiment frères et sœurs, comme je l'ai toujours souhaité. »« Oui, » répondit Mato avec un sourire en larmes. « Des vrais frères et sœurs. » Ricardo regarda ses 2 enfants, si différents et pourtant unis par une affection naturelle et indéfectible. Il comprit que le moment était venu d'assumer enfin toutes les conséquences de ses choix. La nouvelle frappa la villa comme un ouragan. Victoria, qui attendait désespérément le retour de sa fille, reçut un appel bouleversant. « Nous avons retrouvé Isabla », dit Ricardo. « Mais, je dois te parler de quelque chose d'important quand tu rentreras. » À leur arrivée, Victoria se précipita vers Isabla, mais elle sentit immédiatement qu'un poids invisible planait. Ricardo avait vieilli. Et dans ses yeux, pesait une lourdeur qu'elle ne lui avait jamais connue. « Ricardo, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a pris soin d'Isabla ? » « Victoria, assieds-toi. Je dois te parler de Mato. » La vérité la frappa comme une tempête, 10 ans de silence, un fils dont elle n'avait jamais entendu parler. Et ce garçon avait sauvé sa fille. 10 ans, Ricardo. 10 ans à me mentir. Je sais. Je n'ai aucune excuse. Et maintenant, tu veux que je fasse comme si de rien n'était ? Isabla, qui jouait dehors, entra précipitamment. Maman, s'il te plaît, ne te dispute pas avec papa. Mato est gentil. Il m'a sauvé. Victoria croisa le regard sincère de sa fille et sentit, au fond d'elle, que ses paroles étaient vraies. Isabla, tout cela est très compliqué. Non, maman. Mato, c'est mon frère. Les semaines suivantes furent les plus éprouvantes de la vie des Mendoza. Victoria consulta plusieurs fois un avocat spécialisé en divorce. Mais chaque fois qu'elle voyait Isabla parler de Matteo, elle hésitait. « Il m'a appris à faire des fleurs en papier », disait Isabla, et il m'a dit, « Les frères et sœurs se protègent toujours. » Ricardo reconnut publiquement Matt comme son fils. Malgré les regards, malgré les rumeurs. Il l'inscrivit à la même école qu'Isabla et passait les week-ends avec lui, dans le champ de tournesol. Un jour, Ricardo dit d'une voix brisée. « Mato, pardonne-moi. J'ai été un lâche. » Et Mato, avec la sagesse calme de ses 10 ans, répondit. « Maintenant, on est une vraie famille. C'est ça qui compte. » La famille changea lentement, mais profondément. Marisol ne venait plus à la villa comme une simple employée, mais comme la mère reconnue de Mato. Victoria, après des mois de thérapie familiale, apprit à vivre avec cette nouvelle réalité. Sa relation avec Ricardo resta brisée. Mais avec Mato,
elle développa un attachement sincère. Un jour, elle lui dit en lui prenant les mains. Tu n'es pas né de mon ventre, mais tu as protégé ma fille comme un vrai frère, et cela me suffit pour t'aimer. Des mois plus tard, le champ de tournesol devint le symbole vivant de cette famille enfin réunie. Isabella et Mato y jouaient chaque jour après l'école. La villa, autrefois pleine de cris et d'éclats, résonnait à nouveau de rire. Deux enfants qui s'étaient enfin trouvés, par un après-midi doré. Alors qu'ils dessinaient ensemble, Isabella demanda. Tu sais, j'ai toujours demandé à Dieu un frère. Et moi, répondit Mato en souriant, j'ai toujours voulu une petite sœur à protéger. Isabella lui montra alors son dessin, une famille complète, main dans le champ de tournesol Victoria, Marisol, Ricardo, elle et Mato. Maintenant, je comprends, dit-elle avec la sagesse tranquille d'un enfant. Pourquoi je me suis senti si en sécurité quand tu m'as sauvé. Les frères et sœurs se protègent toujours. Marisol, qui les observait de loin, murmura à Ricardo. Parfois, les chemins les plus douloureux nous mènent aux plus beaux endroits.